Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir, comme à notre habitude maintenant, dans notre émission Éclat de sagesse sur ICC TV. Oui, sur ICC TV. Soyez donc les bienvenus, ravis de vous avoir. En tout cas, ce soir, nous commençons notre émission. Alors, j'aimerais bien juste lire une petite parole que nous avons entendue toutes, notamment nous les sœurs, lorsque nous étions tout petits. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Alors, vous vous rappelez de ce conte où la méchante reine, remplie de jalousie, avait besoin de s'assurer et se rassurer qu'elle régnait à tous les niveaux. Sans rentrer dans la psychanalyse, ce personnage fictif, on peut sans aucun doute reconnaître qu'elle avait une mauvaise estime d'elle-même. Un récent sondage IFOP révèle par exemple que seulement 20% des Français s'apprécient physiquement et que 29% se dévalorisent dans le couple, estimant leur conjoint trop bien pour elles. Alors, au-delà de l'apparence, beaucoup parmi nous demandent également à leur miroir: suis-je la plus intelligente, la plus populaire, la plus grande servante, la meilleure prédicatrice, etc., etc. Vous voyez donc que l'estime de soi n'est pas qu'une question de physique, ni une problématique qui ne concerne que les enfants ou les adolescents. Quelles sont les racines de ce complexe et ce manque d'assurance ? Quelles sont les différentes formes que peut prendre la mauvaise estime de soi? Comment faire pour avoir une image positive de soi? Nous vous proposons de vous apporter des éléments de réponse maintenant dans Éclat de sagesse. Maintenant, alors qu'est-ce que nous avons concocté ce soir? Alors dans notre émission Éclat de sagesse, au sommaire de cette émission, nous allons aller à la source du problème en cherchant à comprendre pourquoi il se manifeste chez les adultes. Nous écouterons ensuite en direct le témoignage d'une sœur qui a appris à s'apprécier. Nous terminerons en présentant des recommandations aux personnes qui souffrent d'une mauvaise image d'elles, mais également vous qui êtes parents. Que pensez-vous? Est-ce que c'est un sujet qui vous concerne, parents? Est-ce que c'est juste un sujet qui concerne les enfants ou d'autres personnes? Alors, et toi, comment te vois-tu? On en parle tout de suite dans notre émission, donc Éclat de sagesse, dans notre rubrique Restaurer, maintenant sur ICC TV. Nous abordons donc notre thématique. Comment te vois-tu? Est-ce que vous êtes prêts? Donnez-moi juste quelques secondes, le temps de m'installer. À vous, tout de suite. Ravi de vous avoir sur ICC TV. Nous sommes maintenant habitués, là, c'est notre chaîne ICC TV, c'est la chaîne de la grande famille que nous aimons. Alors, pour aborder cette thématique de l'estime de soi, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons vraiment aller en profondeur. Mais avant cela, j'aimerais juste que nous puissions faire un constat général, définissons un peu ce que c'est que l'estime de soi, parce que nous entendons l'estime de soi, mauvaise estime, bonne estime, c'est quoi l'estime de soi? C'est des expressions que nous avons l'habitude d'entendre. Alors, c'est quoi une estime de soi? Moi, j'ai fouillé ici dans le dictionnaire, j'ai pris une définition un peu plus simple. L'estime de soi, c'est l'appréciation que nous avons de nous-mêmes, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est une appréciation, hein? Même si en parlant d'appréciation, on a du mal à comprendre qu'on peut avoir une mauvaise appréciation, mais en fait, voilà, hein, c'est ça l'estime. Alors, quelqu'un disait que c'est également le jugement que nous avons de nous-mêmes d'une représentation dynamique de soi, alimentée par la mémoire émotionnelle de nos succès et de nos échecs. Nous devons nous apprendre à nous aimer, à nous accepter et à nous faire confiance en dépend. Donc, selon comment tu t'estimes, comment tu te vois, comment tu t'apprécies, comment tu vois le toi, comment tu es, va dépendre également de comment tu vas soit t'aimer, t'accepter et faire confiance aux autres, à l'autre ou à toi-même en fait. Voilà. Donc, l'estime de soi, c'est donc un sujet capital que nous voulons aborder ce soir avec vous. L'estime de soi est souvent liée à la conscience de sa valeur personnelle. Dans l'estime de soi, on va donc rajouter la valeur. Qu'est-ce que je vaux? Suis-je bien? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai du poids quelque part? Est-ce que ma vie compte? Voilà. Quand on parle de ce genre d'expression, quelque part, c'est un peu lié, ça fait écho à l'estime de soi. Alors, une faible estime de soi affectera tous les aspects de votre vie.
Lorsque tu as une faible estime, parce que tu peux avoir une bonne ou une faible, ou voire moyenne estime ou mauvaise carrément, mais sachez qu'une faible estime de soi va affecter tout le long, va t'affecter tous les aspects de ta vie. Lorsque tu as une faible estime de toi, tous les aspects de ta vie vont t'affecter. Ça peut être ta vie maritale, familiale. Et souvent, quand on parle d'estime de soi, nous voyons souvent les jeunes ados qui ont du mal à gérer leur corps, à gérer leur environnement. Ils voient comment leur corps se transforme. Alors, ils sont confrontés dans le vif comme ça avec l'estime de soi. Vous voyez comment l'estime de soi touche tous les individus de tout âge normalement. Mais c'est vrai que vers l'adolescent, on le voit, ce côté se prononcer. Mais sachez qu'une mauvaise estime, une faible, va affecter le cours de l'histoire, tous les aspects de la vie d'un individu. Alors ce soir, je ne suis pas seule, donc je suis accompagnée de Célia. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur cette émission. Pour ça, Célia, contente de t'avoir. Hein. Moi aussi, toujours un plaisir d'être là. Sur un plateau restauré, donc forcément, tu devais être là. Exactement. Ça, c'est clair. Alors, nous avons une invitée spéciale, une sœur, donc Soleil. Bonsoir, Soleil. Bonsoir, bonsoir, Pasteur Maud. Bonsoir, Pasteur Célia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. En tout cas, nous sommes ravis de t'avoir. Avec ton sourire, toujours. Nous serons bénis ce soir, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Ah mais, non, mais c'est ce qu'on prie, hein. On prie comme ça depuis tout à l'heure. Gloire à Dieu et merci d'avoir accepté. Tu as un témoignage à nous partager. On aimerait vraiment l'écouter tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok, alors c'est là, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'estime de soi? On a vu tout à l'heure, on a donné une définition. Elle n'est pas complète, mais quand même, on a abordé certains termes, mauvaise, bonne, l'appréciation, la capacité à se voir d'une manière, voilà. Tout ça sont les expressions que nous utilisons et d'une manière générale, quand on parle d'estime de soi, on a du mal à voir qui est-ce qu'il y a réellement dedans. Qu'est-ce que tu as à nous partager sur cette thématique? Alors déjà, moi je bénis le Seigneur quand on aborde en tout cas cette thématique parce que je pense que c'est une thématique qui parle vraiment à nous en tant que femmes, hein, qui nous parle énormément. Et c'est vrai que dans tout ce que tu as dit, en fait, ce que je retiens également, c'est que le manque d'estime de soi, c'est vraiment le regard que les autres portent sur nous et qui nous dit ce qu'on est et ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et dans tout ça, on se rend compte que ça nous emmène en fait à être... ça emmène à avoir des comportements qui rendent finalement des femmes malheureuses en fait, en se disant mais ça je ne peux pas le faire, ça c'est inaccessible, ça les autres peuvent le faire mais pas moi. Et finalement on se retrouve dans une situation un petit peu malheureuse où on se dit voilà ça c'est pas pour moi en fait. Donc, communément c'est ce qu'on entend parce que souvent une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, souvent, les autres, oui, mais pour moi, c'est pas possible. Exactement. C'est pas pour moi. Il y a ces expressions qui reviennent. Voilà, et au départ, ça peut paraître comme étant une forme de modestie, mais en fait, ça peut cacher vraiment une mauvaise estime de soi. Donc, bien aimé, c'est pour ça que nous voulons en parler ce soir, parce que beaucoup de gens autour de nous peuvent traverser des moments où ils surfent carrément, complètement dans la mauvaise estime d'elles-mêmes, et souvent qui peuvent se cacher dans une fausse modestie, mais et en même temps, cette mauvaise estime va donc empoisonner un peu, affecter leur vie, tous les aspects de la vie. Donc ce soir, nous voulons parler de cette thématique parce que c'est vraiment une thématique qui a sa place dans notre rubrique Restaurée et nous voulons aborder ça en profondeur. Tout à fait. Ouais. Vraiment en profondeur ce soir, aller en profondeur, aller disséquer un petit peu comment on en arrive là, quels sont les schémas de pensée qui construisent en fait cette mauvaise ou cette bonne estime de soi, quelles sont les conséquences et puis par la grâce de Dieu à la fin, essayer de voir un petit peu voilà, les clés, voilà, les conseils aussi qu'on pourrait donner aux femmes. Très bien. Alors pour creuser, puisque tu parles de profondeur, pour creuser, nous avons fouillé un peu. En fait, d'une manière générale, et je l'ai dit tout à l'heure durant l'intro, quand on parle d'estime de soi, nous avons tendance à regarder aux jeunes ados. Hein. Souvent, les thématiques, je me rappelle là pendant MIG 21, méga Impact Conférence de cette année, là, cet été, il y a eu un atelier sur Aime-toi toi-même et on a vu sur ces ateliers, il y avait des ados. Hein. Normalement, quand on parle d'estime de soi, souvent on voit les jeunes parce qu'effectivement, l'adolescence est une période où le jeune se découvre son corps, il passe par d'innombrables transformations, le corps change pour le jeune homme. Sa voix change, il commence à avoir de la barbe. Il y a des choses qu'il ne s'attendait pas à voir. Et donc, du coup, il a du mal à reconnaître ce corps qui est complètement transformé et surtout à gérer ce corps, en fait. Voilà. Il y a des choses que l'ado va refuser ou il va accepter.
Et donc, durant cette période, moi, je me dis qu'il y a des choses cruciales qui s'y passent, en fait, voilà, où l'ado est tout de suite confronté à cette thématique d'estime de lui-même. Donc, il a des images de représentation, que ce soit des grands frères, que ce soit des parents. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'âge de l'adolescence. Et l'ado est là, il a du mal à gérer, il a du mal à trouver sa place, il a du mal à se reconnaître lui, parce qu'il n'était pas comme ça avant. Toutes ces transformations arrivent. La jeune fille, elle commence à avoir une poitrine, elle commence à avoir ses règles. Donc, il y a beaucoup trop de choses, beaucoup d'informations en peu de temps, à une période assez courte dans la vie d'un jeune. Et même si on l'avait préparé avec les cours ou avec comment on appelle, l'éducation par les parents à la maison, mais lorsqu'il le vit, c'est différent. C'est-à-dire, quand ça arrive dans la vie d'un jeune, bah, le jeune est complètement désorienté et là, on peut parler vraiment de l'estime de soi. Soit le jeune va s'accepter tel qu'il est, il va s'affirmer, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Hein. Soit il va vraiment refuser ce corps qui se transforme. Et là, cette période d'estime de soi, on sait un peu l'identifier en tant que parent. On sait voir l'enfant en train de traverser ci, on voit les changements, on voit des comportements qui changent brusquement, on voit comment l'enfant veut acheter maintenant certaines choses, certains types de vêtements. Il y a beaucoup, parce qu'il a du mal à gérer un peu son corps. Voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette phase de l'enfance, de l'adolescence, cette phase que l'enfant traverse, c'est une phase cruciale. Oui. En fait, on va dire que les premières années de la vie d'un jeune homme, notamment de cette phase-là de l'adolescence-là, c'est là que vont se jouer un peu l'histoire de l'estime de soi. Comment va se construire l'image corporelle? Alors, vous allez me dire, les spécialistes certainement m'écoutent, c'est pas juste à l'adolescence, ça commence depuis l'enfance, parce qu'il faut savoir que le jeune enfant, lorsqu'un enfant naît, que ce soit un jeune garçon, une jeune fille, la relation qu'il va avoir avec ses parents, dans cette relation, l'enfant va chercher à s'identifier à ses parents. La jeune fille va vouloir être comme maman. Je le dis souvent, hein, c'est une petite image qu'on oublie. La petite fille va vouloir être comme maman. Pourquoi? Parce qu'elle veut séduire papa. Voilà, c'est pas juste parce que j'aime maman, mais j'aimerais être comme maman parce que j'ai vu que papa aime maman. Voilà. Et ça, c'est dans l'inconscient des enfants, ils ne le disent pas. Mais dans leur comportement, on va voir la petite fille de 3-4 ans, va vouloir porter les talons de sa maman, elle va vouloir mettre le rouge à lèvres de maman. C'est parce que je veux être comme maman, je veux m'identifier. Mais quelqu'un, maman, il a un amoureux. Et cet homme aime maman, cet homme... et donc, du coup, moi, j'aimerais également que cet homme puisse m'aimer. Voilà. Il y a plein de choses. Et comment cette phase va se passer? À déterminer plus tard comment l'enfant va construire son image à lui. L'enfant va construire l'image personnelle. L'enfant va se construire en tant que sujet, en tant qu'adulte plus tard. Voilà. Donc, quand on parle d'estime de soi, on ne peut ne pas parler de cette phase de l'enfance, de cette période clé où on voit que l'enfant est en train de se développer et il y a des choses, il y a comme des briques qui se mettent en place et selon comment cette imbrication va se faire, on va voir si l'enfant va prendre un chemin où finalement il grandit avec une bonne image de lui ou simplement il y a des choses qui sont faussées, il y a des loupés, il y a des ratés et du coup l'enfant grandit un peu en renonçant à son corps, en se voyant comme étant je ne suis pas capable, je ne suis pas belle, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas telle que j'aurais voulu être. Vous voyez, c'est des expressions qu'on a, mais ça là c'est à l'âge adulte que toutes ces choses sortent. Voilà. Ça va commencer à l'adolescence, notamment lorsqu'on arrive à la puberté, mais un peu bien plus tard à l'âge adulte. Donc ce soir, bien aimé, vous avez compris, nous voulons parler de l'estime de soi, mais déjà nous voulons poser cette base. L'enfance est également à considérer. Pasteur Célia, est-ce que tu veux nous donner donc quelques traits, parmi les nombreuses choses, voilà, qu'est-ce qui caractérise de la mauvaise estime de soi? Alors, en fait, déjà, comme tu disais, en fait, c'est-à-dire qu'au niveau déjà de l'adolescence, beaucoup de choses se définissent au niveau du corps. On a envie, comme tu donnais les exemples que tu donnais, hein, effectivement, à l'adolescence, on veut prendre aussi, les filles veulent prendre plus soin d'elles, elles font vraiment attention à leur corps, et arriver à l'école, souvent aussi, déjà plus jeune, hein, mais déjà au collège, on voit qu'il y a des groupes qui vont se former, des choses comme ça. Et dans tout ça, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui
comme tu dis, il y a quelque chose qui a été semé et qui va à cette période-là se manifester, soit en développant une bonne estime, soit se manifester avec une mauvaise estime de soi. Et il y a beaucoup de nombreuses causes en fait, hein, en tout cas par rapport à ça. Et dans ces causes-là, on peut voir des paroles dévalorisantes, par exemple. Pour les parents, généralement, leurs enfants, ce sont les plus beaux. Nos enfants, ce sont les plus beaux. Mais dès lors qu'un parent va commencer à donner des paroles dévalorisantes à un enfant, l'enfant va l'assimiler, il va le retenir et ça va devenir pour lui un véritable problème. Par exemple, dire à un enfant, tu as des jambes comme des manches à balai, tu as des gros mollets, tu as un gros nez. Pour l'enfant, vu que c'est le parent qui dit ça, ça va générer quelque chose. C'est-à-dire, il va assimiler cette parole et il va commencer à en faire un complexe, en fait, un véritable complexe. Donc ça fait partie des causes d'un manque d'estime de soi. Et puis après, il y a le stress familial, la maltraitance, des choses comme ça qui vont contribuer également à ça. Les échecs répétés, être victime de discrimination, ça peut être... à l'école aussi, ça se voit beaucoup, victime d'harcèlement et la perte d'un être cher ou des choses comme ça. Et là, on ne parle pas que de l'enfance, hein, on parle vraiment que ce soit enfance ou adulte. Ce sont vraiment les causes qui surviennent. Des choses qui vont déclencher, qui vont faire ressortir. Exactement. Okay. Qui vont vraiment déclencher ce manque d'estime, voilà, ce manque d'estime personnelle. Alors, ce sont des événements de la vie, enfin, pas toujours, hein, mais c'est des causes, hein, c'est des choses aussi qui peuvent être provoquées ou simplement des choses que l'enfant subit, n'a pas demandé, ou des événements tragiques, dramatiques que l'enfant peut traverser ou l'adulte, hein, mais suite à cet événement, donc, on va voir surgir un comportement qui va remettre en question l'estime que l'enfant pouvait avoir de lui. C'est comme un élément déclencheur, là, mais en fait, ce n'est pas l'événement qui fait, mais il y a des choses qui ont été semées. Il y a des choses qui ont été semées, exactement. Il y a des choses qui ont été semées et qui ont façonné la façon de penser de l'enfant. Des paroles qu'il se dit en lui-même et qui vont venir modifier son comportement, en fait. Ouais. Et ces comportements peuvent être vraiment des fois très dramatiques. Très dramatiques, d'accord. Alors, ce soir, bien aimé, vous l'avez compris, nous voulons vraiment aborder cette thématique. Alors, sur ce plateau, nous avons notre invité spécial, Soleil, qui est là. Soleil, vraiment ravi de te recevoir. Et merci surtout d'être venu. Hein. Vous savez, c'est un thème qui n'est pas facile et beaucoup auraient dit non, je n'ai pas envie de m'afficher en guillemets, alors que je sais que tu veux le partager pour aider nos téléspectateurs. Donc, merci d'être venu. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, alors, du coup, maintenant? Alors, je suis une maman. Je suis mariée et maman de 2 enfants, de 2 filles relativement jeunes, 11 ans et 9 ans. D'accord. Et effectivement, cette thématique me parle sur l'estime de soi parce que il y a eu des étapes, comme des basculements, puisque jeune fille avec plein d'assurance, je me suis mariée, tout allait bien. Et donc on se marie, etc. Et je tombe enceinte. Enfant voulu, attendu. Et donc nos regards, le regard de mon conjoint et le mien d'ailleurs, sont sur l'enfant. Donc c'est l'enfant qu'on observe. Donc enceinte d'abord. J'ai pris 30 kilos, mais ce n'était pas grave. Mon mari, me regardant, lui, voyait l'enfant que je portais. Moi, je mangeais pour l'enfant que je portais, donc je n'ai pas fait attention, j'ai pris 30 kilos. Et donc, c'était toujours pas grave, l'enfant naît, etc. Et j'ai eu un deuxième enfant. Donc, deuxième enfant, on est aussi porté sur le deuxième, mais il y en a déjà un. Donc, c'est une émotion qu'on a déjà vécue. Donc, c'est déjà plus la même chose. Et donc, ensuite, le deuxième enfant a 3 ans. Et là, l'enfant va à l'école. Et quand l'enfant va à l'école, il ne dépend plus vraiment de nous. Et là, les vraies questions se posent, des questions de qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là, il y a un basculement, on se regarde et on se rend compte que les 30 kilos, on les avait perdus. Je les avais perdus. Il m'en restait quand même 7 encore, mais ce n'était pas dramatique. Oh, c'est un petit reste que nous, les femmes, nous tolérons. Donc, il m'en restait 7. Donc, ça allait plus ou moins bien et je suis rentrée dans le monde professionnel. Et j'étais en surpoids. Il faut le dire, j'étais en surpoids, je n'avais pas tout perdu. Et dans le monde professionnel peut être violent. Tout dépend des personnes avec lesquelles on travaille, mais puis de l'environnement où on est, de l'emploi qu'on a. Mais en tout cas, c'était visible et manifeste que je n'avais pas les codes. Enfin, je le ressentais comme ça. Après, je m'identifiais forcément à mes collègues, aux gens autour de moi, et je n'étais pas très à l'aise, dans ma peau. Et j'ai commencé à développer un complexe. Parce que c'est le mot. J'ai commencé à développer un complexe et à chercher
le regard de mon mari. Par exemple, j'attendais ses réactions, qui, lui, est toujours resté impassible, mon mari même avec le cœur. Mais moi, je voulais ses yeux qui brillent, je voulais le voir pétiller comme au départ, parce que tu l'as dit tout à l'heure en parlant des ados, mais ce que tu as dit sur les ados, c'est valable, je pense, pour les femmes enceintes aussi, parce que la transformation, bah, on ne la voit pas, parce que j'ai porté l'enfant, mais moi, j'ai le souvenir de soleil avant. Oui. Et je cherche la soleil d'avant. Et c'est un peu le combat de... Pas de toute une vie parce que je suis encore en vie, mais c'est un combat. Oui, en fait, oui. c'est un combat. Et donc, on cherche le regard du conjoint, quand on prend des kilos, etc. On regarde ses tailles. Enfin, c'est tout un... Et il y a tout qui... Le monde, enfin, notre environnement, notre monde change. Il y a aussi, effectivement, l'enfance. Mais ma mère, moi j'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, ma mère a toujours été apprêtée. Quand elle allait au travail, ma mère, je l'ai toujours vue coiffée, apprêtée, belle, propre, etc. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas, mais je me suis mariée. Et ma belle-mère, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu débrailler, mais jamais. Et pourtant, j'ai passé du temps chez elle. Donc voilà l'environnement dans lequel mon mari a vécu. Voilà celui dans lequel moi j'ai vécu. Donc, alors peut-être que c'est mon subconscient, mais je ne m'en étais pas rendu compte avant les grossesses, mais peut-être que c'est aussi ce qui a fait que je sois portée sur mon corps, sur l'image que je renvoie, sur tout ça. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est l'élément déclencheur, c'était les grossesses. Les grossesses. Les grossesses, la transformation de ton corps, les kilos que tu ne peux pas. Alors, ce qui est marquant dans ton témoignage, tu as parlé de beaucoup de choses. Hein. Alors, j'ai enregistré dans ma tête, j'espère que je vais pouvoir me souvenir de tous les points. Si là, tu me diras aussi, il faudra m'aider, n'est-ce pas? En peu de temps, tu nous as dit plein de choses. Tu as fait un voyage là, il faut qu'on te rattrape maintenant. Ce que je vois, Soleil, dans ton témoignage, premièrement, tu vas parler de ton corps qui se transforme. Donc, en parlant des ados, en fait, on entend parler des femmes mariées aussi, en fait. Quelque part, à un moment donné, nous aussi, on est confrontés à ça. C'est-à-dire que je ne me reconnais plus, je ne me retrouve pas, je ne vois pas ce regard pétillant de mon conjoint quand tu me voyais. Alors, du coup, je suis perdue. Je cherche, mais je suis perdue. C'est comme si, en fait, dans l'estime de soi, il y a le regard de l'autre. C'est comme si en fait on se construisait à travers le regard de l'autre. Ça c'est parlant parce qu'on pourrait dire que moi je suis adulte, j'assume et tout, voilà. On le dit souvent, mais quelque part, on est cette femme mariée, cette femme adulte, hein, même si elle est mature, adulte, mais elle va rechercher le regard de l'autre, va rechercher le regard marié du conjoint. L'ado va chercher le regard des amis, des copains, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Et le jeune enfant, le petit enfant de 3-4 ans va rechercher le regard de sa mère et de son père aussi, mais pour des choses différentes. Voilà. Le père parce qu'elle veut séduire au père, maman parce qu'elle veut être comme maman, elle veut être acceptée de maman. Voilà, je vais être l'allié de maman, vous voyez. Donc quelque part, en fait, dans notre vie, c'est comme si on passe notre temps à regarder les autres en cherchant un regard bienveillant. Miroir, miroir. Miroir, miroir. Le regard du miroir, en fait, aujourd'hui, ça peut être un miroir physique, mais dès l'enfance, c'est un miroir à travers l'autre. C'est comme si on se construisait à travers les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, quand tu parles de ton conjoint, tu fais le parallèle, tu reviens un peu dans ton enfance où tu voyais ta mère. C'est une histoire qui revient. Donc, à travers ta mère, tu essayes de te retrouver, de voir. Je vais être comme maman, parce qu'elle est belle, elle est apprêtée, et tu as grandi dans cet environnement. Je vais être comme, voilà. Là, c'est déjà, voilà, l'image de soi, ton image qui se construit à travers l'image de ta mère. La référence. La référence, voilà. À la base, elle était là, c'est une femme apprêtée, belle, toujours. Et tu te maries, par manque de peau, mais gloire à Dieu pour toi. Ta belle-mère, elle est pareille, une femme apprêtée. Toujours coquette, toujours bien coiffée. Toujours, impeccable, ouais. Toujours. Et ce qui est succinct, c'est que le fait de voir ça, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je cherche le regard qui pétille, mais ce regard-là, le cœur, mon mari même, il m'aime de cœur. Mais comme moi, je n'accepte pas ce corps, alors je pense que lui non plus n'accepte pas ce corps. Et c'est là que ça se joue. Donc je cherche, dans lui, il est normal. Même s'il a remarqué que j'ai pris du poids, il ne va pas me faire de remarques, d'abord parce qu'il aime la paix. Déjà, donc c'est... mais aussi, surtout, parce que
Donc, de toutes les façons, il ne va pas en rajouter, on ne va pas tirer sur une ambulance. Donc, il me regarde. Au maximum, il va m'inscrire au sport, pour faire du sport, parce que j'en ai parlé avec lui. À un moment donné, je lui ai quand même fait état de mon ressenti, de mon état d'âme. Je lui ai dit les choses, j'ai mis les mots, parce qu'on peut... par rapport au poids, je m'attarde un petit peu sur ça. Oui, non, vas-y, tu as le temps. Là. On aimerait bien voler. Tu nous donnes beaucoup d'informations, c'est très bien. Par rapport au poids, le souci, c'est que le poids est moins dérangeant que l'alcool. Quand on boit, quand on voit quelqu'un qui boit, il va vous déranger, il va faire du bruit, etc. Vous direz arrête un peu. Mais quelqu'un qui mange ne dérange pas. Et quelqu'un qui est en obésité morbide, mais il faut vraiment qu'il soit énorme pour qu'on dise attention, tu seras malade, etc. Pour sa santé. On s'inquiète pour sa santé. Mais on ne s'inquiète pas pour son âme. On ne sait pas ce qu'il ressent. Donc quelqu'un qui est en surpoids ne sort pas beaucoup, hein, d'abord, parce que c'est un poids. C'est vraiment le poids, c'est-à-dire qu'il est lourd. Il ne sort pas. Il ne s'habille pas, parce que les vêtements ne lui vont pas. Il ne se plaît pas dans les vêtements, donc il se couvre, déjà. Il se couvre. Il se couvre. Et donc, quelqu'un qui est comme ça, effectivement, va dire, bon, moi, je vais dire je dirais, j'ai pas envie de sortir. Donc, dans mon entourage, les gens vont dire, oh, Soleil est casanière. Non, Soleil n'est pas casanière. C'est juste que Soleil n'a peut-être rien à se mettre, elle n'a pas envie de se montrer parce que Soleil ne se trouve pas belle. Et en fait, il y a un mal-être intérieur et qui n'est pas, je ne sais pas si c'est pas perceptible, mais les gens, moi, on me disait souvent, et on me le dit d'ailleurs toujours, ah, mais tu t'inquiètes pour toi, c'est pas grave, tu es grande. Mais quand moi j'entends tu es grande, ce que j'entends dans tu es grande, c'est que ta longueur compense ta largeur. Donc je suis carrée. Il y a ce que les gens disent et ce que toi tu entends. Mais voilà. Parce que si on me dit c'est pas grave, tu es grande. Si moi je me plains d'être large, et si on me dit tu es grande, ça veut dire que je suis carrée. Ça veut dire que ma longueur compense ma largeur. Enfin, c'est comme ça que moi je le sentais. Et je me disais, mais c'est pas une excuse, au contraire. Et donc, c'est un mal-être. C'est un mal-être qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui peut chambouler toute une vie. Parce que pour trouver du travail, c'est pas évident. Parce qu'on part en fait, comme avec un fusil, tu m'embauches, je te tue. Parce que, oui, puisqu'on part défaitiste déjà en entretien. Parce que quand on est mal, on a déjà une position un peu... on se cache. Oui, parce qu'on se cache, on ne veut pas être vu. Donc, on ne donne pas une certaine assurance, à l'employeur, par exemple. Donc, ça, c'est le poids qui fait ça. Et malheureusement, on est dans une société où on nous met dans des cases. Et de la société dans laquelle on est, si on vous met dans la mauvaise case, on ne vous enlève pas de la case. On ne fait pas l'effort de vous enlever de la case. On vous met facilement dans une case et ça demande trop d'énergie de vous retirer de la case. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, on est porté plus sur l'image. Soleil, tu nous as dit beaucoup de choses là. Waouh. Alors, c'est vrai, en t'écoutant, en fait, je vois, tu fais bien la distinction entre ce que les gens disent et ce que toi tu entends. Voilà, ça, c'est vraiment un fait marquant. Hein, lorsqu'on est en pleine période, on est en train de traverser le même moment où l'estime de soi est en train de basculer, bousculer, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Parce que tout ce que l'autre va dire, on va l'entendre différemment. Voilà. Et ce que tu disais également, c'est-à-dire que là, tu prends l'exemple du poids. Tu as pris l'exemple de l'alcool aussi, voilà. Et il y a des exemples qui ne sont pas comparables. Voilà. Il y a des exemples qui peuvent déranger. Il y a des choses, des remarques que les gens peuvent te faire, mais ils ne savent pas ce que tu vis à l'intérieur. C'est comme si, en fait, dans l'estime et soi, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, qui vont téléguider le comportement d'une personne. Par exemple, une personne comme toi, moi je te connais joyeuse, je te connais depuis des années, tu aimes te mettre en valeur, coquette, mais on ne connaît pas la lutte que la personne peut avoir à l'intérieur pour pouvoir sortir et se voir accepter. Tu dis que nous sommes dans une société où on met les gens dans les cases. C'est-à-dire que dès lors qu'on t'a étiqueté, voilà, comme ça, et des paroles faciles, voilà, tu es grande, donc et toi tu dis, vous avez dit grande, donc ça dit que je suis grande et large, je suis carrée. C'est vraiment, on entend ça, mais ça peut être des paroles dures à vivre, dures à digérer au quotidien, et qui peuvent vraiment avoir un impact dans la vie d'une personne. Alors, moi, je reviens parce que ton histoire est vraiment très, très parlante, Soleil. Je vais voir, en fait, donc là, tu me diras, hein, donc on essaie de faire un peu, du coup, je parle avec toi, tu me diras, toi, madame est spécialiste de restaurer, tu nous diras un peu ce que tu en penses. Mais là, dans ce que je vois dans l'histoire de Soleil, donc il y a le moi, il y a qui est Soleil, qu'elle connaît, qu'elle a l'habitude de côtoyer elle-même, parce qu'il faut faire connaissance avec soi-même, et il y a le moi idéal.
Voilà, donc on a, et j'ai l'impression, et je pense même que les spécialistes le disent, en fait, l'estime de soi va se construire entre l'écart entre le moi et le moi idéal. Ce que j'aimerais être, ce que je pense que je dois être. Mais souvent, lorsque cet écart est très important, c'est-à-dire que, alors là, l'estime de soi, on a une mauvaise estime de soi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est, au plus bas, on a du mal à s'accepter parce que l'écart est trop énorme, quoi. Lorsque l'écart est juste acceptable, ça va, on peut avoir et lorsque l'écart est plus, il n'y a pas d'écart du tout, mais au contraire, on a comme un bonus, on a une bonne estime de soi. C'est ce que les spécialistes disent. Donc du coup, ici, on voit effectivement, tu fais le parallèle entre toi, Soleil, te mariant, ayant une maman coquette. Mon image s'est construite à travers cette maman-là. Donc j'ai l'image, j'ai la photographie de ma maman. Je me suis dit, je dois être comme ma maman, toujours au top, toujours comme si, donc c'est comme si toi-même tu avais déterminé un peu ta forme, tu avais dit, ok, moi je serai comme ça, je pèserai tel poids, pour ne prendre que ça comme exemple, je porterai telle taille de vêtements, c'est comme ça que je me vois, et c'est comme ça que tu es parti, comme étant moi Soleil. Mais ce moi-là a été bâti en s'appuyant quand même sur quelqu'un, avec un référentiel, voilà. Et tu avances, et bien les choses de la vie, voilà, la vie d'une femme, et patatras, tout se transforme. Et tu ne te reconnais plus parce qu'il y a un écart important. Voilà. Et du coup, tous ceux qui te regardent, que ce soit ton époux, que ce soit l'employeur, quelque part, tu vas leur dire, écoutez, voilà, je ne sais pas ce qu'ils disent exactement, mais tout ce qu'ils vont te dire, ça va mais voilà, je suis sûre, voilà, ça confirme ce que je pense. En fait, quand on voit le titre, comment te vois-tu ? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme personne l'a dit, il y a le moi et le moi idéal. Et le moi idéal vise quelque chose qui, en fait, a fait partie de ton environnement et de ton enfance. Exactement. Quand tu parlais tout à l'heure de ta maman, en fait, que tu regardes ta maman, elle est parfaite, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, tu te dis, bon, là où je suis aujourd'hui, c'est pas ça. Là où je veux aller, c'est là-bas, le moi idéal. Et en fait, on a finalement l'impression, mais il faut que ce soit parfait, en fait. Tu vois ? Et en oubliant, finalement, mais je suis bien, en fait. Je suis Solène, je suis quelqu'un de bien. Mais non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le moi idéal. C'est celui-là que je vis, c'est celui-là que je veux voir. Parce que si j'atteins ce moi idéal, ben, je serai bien. Exactement. C'est comme si ce moi idéal ne pouvait pas évoluer. C'est-à-dire que je l'ai construit à un stade donné, quand j'étais jeune, adolescente ou même petite fille. Je me suis identifiée à ma mère, donc ma vie s'est arrêtée là. Je suis Soleil. Voilà. Sauf que je ne savais pas qu'en fait, j'allais grandir, évoluer. Alors là, on parle parce que tu es toute belle, tu es toute apprêtée. Mais demain, Soleil, tu auras des rides. Demain, tu vas vieillir. Donc, tu vois, c'est tout ça, en fait. Voilà. C'est comme si ce moi s'est construit à un stade, à une période donnée, à un stade donné, et il est resté là. Et du coup, il a du mal à bouger un peu, voilà, à évoluer avec le temps, avec les circonstances, il a oublié de faire peau neuve, comme disait Pasteur Sanogoy. La sagesse du serpent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se renouvelle avec son époque, son temps, avec les moments, ce qu'on traverse, on se redimensionne et on se regarde, c'est moi. Là, c'est moi. Je m'assume tel que je suis. Ça, c'est moi. Je suis Soleil. Voilà. Je ne demande pas au miroir qui suis-je, mais je sais qui je suis. Voilà. Je ne sais pas, je ne dis pas ça, mais voilà, on est en train de débattre. Bien aimé, j'espère que vous nous suivez là, on est ensemble. Voilà. Ce que Soleil nous dit, c'est ce que nous toutes, nous avons l'habitude de nous dire. Et là, quand même, sur ce plateau, nos yeux s'ouvrent un peu pour questionner, un peu pour aller un peu en profondeur, un peu titiller notre manière de nous voir, de nous apprécier. Et j'espère que vous êtes en train de réagir sur le chat. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Soleil. Voilà. C'est ce que je voulais dire un peu en analysant. C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on a un idéal dans la tête et que cet idéal, on le cherche. Et bon, moi, on va dire pour l'instant, on verra les rides. mais c'est le poids, c'est vrai. Et cet idéal qu'on construit sur le poids fait que, effectivement, on ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas et on peut basculer dans l'obsession. Tout peut tourner autour du poids. Et on n'y arrive pas. Parce que de toute façon, quand quelque chose devient obsessionnel, on n'y arrive pas. On fait du yo-yo. Et j'ai fait du yo-yo. Et on est énervé. Et ça a un impact sur l'humeur, forcément, parce qu'on n'est pas... Mais oui, tout ça, ça provoque des réactions en chaîne, en fait, parce que ça a un impact sur l'humeur. J'y arrive pas, je suis nulle. Comment je peux ne pas arriver à faire... J'ai besoin de perdre 5 kilos. 5 kilos, c'est rien, tout le monde perd 5 kilos. Mais moi, je n'arrive même pas à 5 kilos. Donc,
perte d'estime encore. On rebascule dans autre chose. Et puis, à côté, on a un conjoint. Et on a des enfants. Donc, les enfants, je suis ce que ma mère était pour moi enfant, ben, c'est ce que je suis moi aujourd'hui. Et puis j'ai 2 filles. Donc, si c'était des garçons encore, mais j'ai 2 filles. Donc, et j'ai conscience de ça. J'ai conscience de ça et je vis même des choses que je faisais vivre à ma mère. Je me souviens qu'enfant, quand ma mère venait me chercher, d'abord, quand elle venait, je me cachais parce que je voulais qu'elle sorte de la voiture, je voulais qu'on la voie. Je voulais que tout le monde voie comment ma mère est belle. Ah. J'ai souvent fait ça. Et quand je vais chercher ma petite dernière, quand je suis elle aime que je m'apprête. Elle me demande comment tu seras coiffée aujourd'hui, comment tu seras habillée, maman, comment. Je vois que c'est important pour elle. Donc quand je vais, elle me regarde de la classe et elle me fait ça. Donc, mais je comprends, puisque j'ai fait la même chose. Donc, ça rajoute la pression, en fait. Oui, ça rajoute la pression. C'est comme si, en fait, on est un peu enfermé dedans, on ne sait pas comment s'en sortir. On tourne autour, c'est pas évident, voilà ce que j'aimerais, mais j'ai du mal à voilà. Et en fait, Soleil s'est arrêté à un stade donné, avec l'histoire de la maman, c'est toujours là, et on a du mal à évoluer avec son temps, à en sortir. Et il y a des choses autour qui rajoutent encore dans ce que j'ai déjà du mal à gérer au quotidien, et ces choses viennent comme confirmer, effectivement, ce que je pense déjà. C'est une spirale infernale. Voilà, spirale infernale. Alors, nous allons donc aborder cette deuxième partie de l'émission. On n'a pas fini, hein. Par la grâce de Dieu, on va trouver une solution à cette histoire en évoluant ainsi. Donc, deuxième partie à vous tout de suite, la régie. Nous arrivons à la deuxième partie de cette émission. Nous voulons, alors que nous avons pris la première partie, le témoignage de Soleil qui nous a un peu emmenés dans un voyage. On a évolué avec elle, on a essayé d'interpréter un peu ce qu'elle vivait. Ce n'est qu'une interprétation, on ne sait pas si c'est exactement ça, mais voilà. OK. Et là, maintenant, nous voulons voir ensemble quels sont les mauvais schémas de pensée. Parce que là, dans le témoignage de Soleil, on a quand même vu qu'il y avait quand même des schémas. Il y avait comment on appelle, des référentiels. Il y avait des choses qui étaient inscrites, des choses qu'elle a acceptées en elle, des choses qu'elle a vécues, des témoignages intérieurs, l'environnement. C'est là, est-ce que tu peux nous en parler un peu pour comprendre comment ça se construit cette image et à quel moment les choses peuvent basculer? S'il te plaît. Alors, déjà, quand on entend le témoignage de Solène, en fait, là, déjà, dans ce qu'elle disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre ce que les gens vont lui dire et ce qu'elle va comprendre, ce qu'elle va interpréter, c'est 2 choses complètement différentes. Et elle va se répéter ces paroles-là. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, quand tu disais, les gens disent, mais c'est pas grave, tu es grande. Mais toi, tu ne vois pas en disant, ah oui, c'est vrai, je suis grande, c'est bien. Non, toi, tu vois, mais non, ça veut dire que je suis carrée. Et pourtant, eux n'ont pas dit que tu es carré. Mais toi, dans ton interprétation, c'est je suis carré. Et là, ça devient un mauvais schéma, en fait. Un mauvais schéma parce que tu vas nourrir cette parole-là en te disant je suis carré, donc ça veut dire que je n'ai pas la bonne forme. Ça veut dire que je n'ai pas la forme idéale. Et comme ça, à ressasser. Et on voit, par exemple, tu disais ton employeur, tu disais il faudrait que tu fasses du vélo, que tu viennes au travail à vélo. Peut-être que lui, c'était juste une manière de dire ce serait bien. Il est écolo. Non, tu crois pas trop. Non. Je pense qu'il va... Bon, il était titillé un peu, quoi. C'est quelqu'un qui a été très important dans ma vie professionnelle. Okay. Ses remarques par rapport au vélo, d'ailleurs, il voulait, parce que je ne travaillais pas très loin, à 5 km du travail, il m'avait dit vous pourriez rentrer à vélo. C'était subtil, c'était subliminal. Mais j'avais compris, en fait, il était en train de me dire vous êtes dans un environnement de travail, faites attention à vous. Moi, je l'ai pris dans ce sens. Je ne me suis pas rebellée, je ne me suis pas dit il se prend pour qui, qu'est-ce que je fais. Non, au contraire, pour moi, c'était un... Non, mais c'est ce qui est marquant chez toi, tu le prends bien, mais c'est que tu as une interprétation de ça. Tu te fâches pas parce que tu es genre de moi je te connais, tu démarres pas en quart de tour, donc voilà. Tu le prends bien, mais tu as quand même compris un message. Oui, complètement, complètement. Et j'ai compris, et ça m'a aidé parce que effectivement j'ai ouvert les yeux, j'ai vu où j'étais. Et là où j'étais, on était apprêtés, on faisait attention. Et il me voulait du bien. Moi je l'ai bien pris parce que je pense qu'il me voulait du bien et il m'a alerté sur la vie professionnelle, sur comment ça se passe, l'image qu'on renvoie. Bon, il ne m'a pas dit de faire une taille 40 ou 38, il n'est pas allé jusque-là, mais il voulait que je sois... Parce qu'il avait quand même remarqué que peut-être que je me laissais aller dans ma façon de me vêtir.
par exemple. Et donc, il a fallu que je me reprenne. Mais tu sais, Soleil, alors excuse-moi, du coup on revient, c'est intéressant. En t'écoutant, j'ai dit, mais quelqu'un me dit ça, alors je ne sais pas. Du coup, moi, si c'était moi à ta place, je ne suis pas à ta place, je me serais dit, alors ce gars, soit il est écolo, soit il a des actions chez le fabricant de vélo, voilà. Bref, mais en tout cas, si je n'ai pas compris, je vais lui poser la question en fait. Est-ce que le vélo, c'est par rapport au sport ou le vélo, parce que tu habites à 5 km, ce n'est pas la peine de gaspiller le carburant, ce n'est pas très écologique. Est-ce que le vélo, parce que tu penses que je devais perdre quelques poids? Je ne sais pas, j'aurais posé la question. En fait, j'aurais reformulé pour comprendre quelle est sa pensée. Tu vois, ça m'aurait évité de rentrer dans une interprétation qui peut être également à gauche. Ça se trouve, ça, c'est ce que tu as compris. Et gloire à Dieu, parce que ça t'a permis de... Mais ça se trouve que tu es à gauche, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ça se trouve, hein, ça peut arriver. Mais, enfin, la suite des événements m'a montré que c'était ça. J'étais dans le vrai. Mais dans malheureusement beaucoup de cas, généralement, cette interprétation va faire naître beaucoup de voix à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit va nous conditionner en fait, va nous conditionner et va précéder tout ce qu'on va poser comme acte en fait, tout ce qu'on va faire. Et va faire que nourrir en fait ce manque d'estime, ce manque de confiance. Et naturellement, si j'ai le manque de confiance, manque d'assurance. Donc du coup, ça va être difficile de pouvoir anticiper les choses, poser des actes, s'engager dans certaines fois dans certaines choses et tout ça. Et on voit là en fait que les mauvais schémas de pensée vont dire non, je suis trop faible, je suis ingrate, je suis pas capable, je suis incapable de faire ci, incapable de faire ça, je suis pas douée. Et pourtant des fois, ce n'est pas que on a dit à une personne tu n'es pas douée en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, un parent qui va dire à son enfant « Ah ben tes mollets sont trop gros ». Tu vois? Mais l'enfant, j'ai pas le corps qu'il faut. Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, on a les magazines qui vont nous montrer des corps tellement parfaits, des images tellement parfaites, en fait, et qui nous dit en fait que si tu n'es pas comme ça, c'est que tu n'es pas bien. Si tu n'es pas en 36, 38, 40, c'est que tu n'as pas la bonne forme en fait. Ouais. Vous voyez? Et là, tout de suite, on va rentrer avec des mauvais schémas de pensée et qui vont nous conditionner et nous emmener à poser des actes des fois qui... Exactement. En fait, ça passe, là, on parle de toutes les paroles qu'on s'est dit à soi-même. Donc, on parle ici des mauvais schémas de pensée. C'est tellement... ça joue tellement dans l'estime de soi. C'est-à-dire que les paroles, ce n'est pas forcément les paroles que les gens nous disent, mais c'est comment nous acceptons, les paroles qu'on se dit à nous-mêmes. Parce qu'Yvonne disait qu'en fait, ce ne sont pas les paroles que les hommes vont te dire qui vont avoir un impact, c'est les paroles que toi, tu vas accepter et que tu vas te répéter à toi-même. C'est ça qui va jouer. La personne peut beau te dire des choses, hein, comme tu dis, tu es comme ci, tu es comme ça, mais si on ne s'identifie pas à ce que la personne dit, et donc on se répète autre chose, on fait tourner à l'intérieur de soi un autre disque qui n'a rien à voir avec ce que les gens vont dire à l'extérieur, mais tu es sûr qu'on ne basculera pas dans la mauvaise estime de soi. En fait, la mauvaise estime de soi va prendre appui sur les paroles qu'on va se dire à soi-même au quotidien. Soit se basant sur ce que les gens disent et comment moi je vais l'interpréter, je vais le faire asseoir à moi parce que je vais le rédiger tout le temps, je vivrai à partir de ça. Soit, en fait, les gens vont dire un truc, quelque chose, et moi je vais interpréter, je vais tourner à ma manière, et c'est ça qui va être une vérité pour moi. Souvent, qui peut être en décalage complet avec la réalité des choses, avec les paroles qui ont été dites. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'en fait, en réalité, là, maintenant, je m'adresse aux parents. En réalité, les paroles qui vont rester dans l'âme d'un enfant, dans le cœur, dans la vie d'un enfant, et qui vont l'aider à se construire, à se valoriser plus tard, à avoir une estime de soi plus tard solide, ferme, que lorsque les gens viendront donner d'autres paroles, et les paroles qui ont été déjà là en premier abord, qui ont été semées comme des semences, une base, on va dire des briques, des fondements, ce sont des bonnes paroles que les parents vont donner à un enfant. Ce sont les bons référentiels que les parents vont donner. Parce que il y a ce qu'on appelle une construction de l'estime de soi, une construction passive. L'enfant va observer. Donc toi, tu as observé ta mère, tu t'es construit une estime. Il y a ce que, on va dire, une construction active. C'est-à-dire que les parents vont sciemment semer des bonnes paroles dans le cœur de leurs enfants. Parce qu'ils veulent s'assurer que l'enfant, je veux qu'il soit construit de l'intérieur. Que dehors, le monde est méchant, le monde est cynique, les gens sont difficiles, nous vivons de plus en plus dans des temps qui sont difficiles. Et donc, je veux m'assurer que mon enfant,
tel qu'il est là, demain je ne serai peut-être pas là, ou bien quand il est à l'école, je ne suis pas là forcément, et que quand il sera confronté à ses petits copains, aux amis, à son conjoint demain aussi, hein, à n'importe qui, à un inconnu, peu importe, que les paroles qui vont résonner fort dans son corps, dans son cœur, pardon, ce sont les paroles que moi, papa, moi, maman, j'ai semées dans son vie. Donc je fais tout faire pour tous les jours semer des bonnes paroles. Quand je regarde l'enfant a une différence avec les autres, ça peut arriver, hein, chacun de nous est ce qu'il est. L'enfant, par exemple, est fort, il a un surpoids. Alors, effectivement, je vais tout faire pour que l'enfant, parce qu'il y a aussi une histoire de santé dedans. Mais jamais je vais dire, ma fille, tu es vilaine, tu n'es pas belle. Qui pourrait épouser une femme comme ça? Voilà, une fille comme ça. Et ça, c'est les parents, des fois, il y a certains parents, quand ils sont fâchés, ou bien peut-être qu'ils se disent que je vais dire ces types de paroles pour secouer un peu l'enfant, que l'enfant puisse aller faire un régime ou quoi. Mais on ne sait pas que ce sont des mauvaises paroles, des mauvaises semences. Et ces paroles vont faire des dégâts à l'intérieur de l'enfant. Donc moi, parent, je ne laisse pas l'enfant se dépatouiller tout seul pour prendre quelque chose de positif de moi, mais moi, je vais veiller à ce que l'enfant reçoive des bonnes paroles qui vont l'aider à se construire. Et demain, plus tard demain, l'enfant sera en lutte. Donc les paroles que les gens vont lui dire, si moi j'ai semé beaucoup de bonnes paroles, les petites paroles qu'il va entendre occasionnellement seront légères par rapport à ce qu'elle a à l'intérieur. Et là, je suis sûre que j'aurai, de mon côté en tant que parent, tout fait pour que l'enfant ait une bonne estime demain. J'aurai tout fait pour que l'enfant se construise une bonne estime de lui-même. Et ça, c'est vraiment important. C'est important de le souligner. Moi, je pensais que c'était important de le dire. Parce qu'on est dans les schémas de pensée, les scripts que les gens se donnent, les paroles qu'on se dise, mais ces paroles viennent de quelque part. Si ces paroles viennent sur une terre qui est vide, une terre qui est, comment on appelle, une terre qui est vide, qui est inoccupée, forcément, les nouvelles paroles qui arrivent vont s'enraciner. Parce qu'il n'y avait rien avant. Donc ça, c'est vraiment important. Ça n'a pas l'air, on pense que non, l'enfant grandit, et puis notamment les enfants qui ne parlent pas, mais quand même, il ne faut pas laisser, parce que demain, ça pourrait paraître critique. Voilà. Moi, je pense, là, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est important. Hein. Ça, c'est un peu le remède contre les scripts, les mauvais scripts. Hein. Comment l'enfant, lorsqu'il arrive à l'âge, il commence à lutter avec lui-même, mais c'est avant tout les parents, au départ, dès le départ, qui doivent semer les paroles. Ne pas laisser juste l'école semer les paroles, les copains semer les paroles, mais les parents prennent le lead. Eux-mêmes, ils sèment les paroles. Renforcer le quotient émotionnel de l'enfant, en fait. Exactement. Des paroles valorisantes. Exactement. C'est exactement ça. Alors, une question nous a été posée, Pasteur Maud, en fait, c'est à savoir, en fait, quand tu parlais un peu de ce référentiel, justement, qu'on a eu avec des parents qui nous ont, justement, dopés de paroles valorisantes et où on a vraiment grandi dans une cellule familiale saine, est-ce qu'on peut, à l'âge adulte, malgré cela, tomber dans le manque d'estime personnelle? Effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est vrai que les stats sont un peu faibles parce que quand vous interrogez les gens, là, quand les gens disent que 25%, 29%, 26% des personnes ont une mauvaise estime, ainsi de suite, là, ce sont des chiffres, hein, les statistiques. Mais lorsqu'on va dans l'analyse, on essaie de détailler, on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte quand même que dans ces stats qui sont donnés, ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, il y a une infime partie, mais vraiment une infime partie, qui quand même avait reçu des bonnes paroles de leurs parents, qui quand même avait tout reçu. Mais en fait, comment expliquer cela? Je dis, ok, mais on a semé des bonnes paroles, comment ça se fait qu'à l'âge adulte, l'enfant, il a du mal à se construire, c'est compliqué, il a une mauvaise estime de lui-même. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a la part des parents, la part de ce que les parents font, mais il y a aussi la part de l'environnement dans lequel va grandir l'enfant. Parce que l'enfant ne reste pas en tout le temps, 24/24 chez les parents. À un moment donné, il sort. Donc, cet enfant confronté à la vie, donc ce que l'enfant va traverser va également influer. On l'a vu tout à l'heure, hein, la perte de notre chair, toutes les crises, les situations difficiles que l'enfant va traverser, va forcément également influencer sa manière d'être. Un enfant qui était un enfant sans problème, du jour au lendemain peut se retrouver comme un enfant qui ne parle plus, qui est renfermé, qui a une mauvaise estime de lui-même, parce qu'on a traversé un événement traumatique, la perte d'un être cher, un échec scolaire, le rejet d'un camarade, une histoire d'amour qui tourne au vinaigre, la traversée de la période de l'adolescence où ça c'était pas bien négocié. Tout ça va laisser des traces. Les parents donnaient des bonnes paroles, mais attention, dans le quotidien, dans le vécu de l'enfant, il y a
a des choses qui sont venues se rajouter. Voilà. Maintenant, il faut dealer avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant arrive à se construire au milieu de tout ça. Et donc, il arrive des cas où l'enfant n'arrive pas à s'en sortir. Donc, du coup, il a une mauvaise estime de lui-même, malgré tout ce que ses parents avaient dit de lui. Parce que la négociation est difficile. Là, les enfants, quand c'est comme ça, ils ont besoin d'aide. Oui. Voilà. Parce que notamment, quand un événement traumatique arrive, c'est pour ça que devant un drame, il faut prendre le temps d'expliquer aux enfants ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas comment les enfants interprètent. Voilà. Chaque situation qu'un adulte va traverser, il faut à un moment donné, on en avait parlé lorsqu'on a fait l'émission avec notre sœur qui a perdu un être cher, tu vois, un événement comme ça peut venir remuer un peu l'estime de soi. La personne peut s'enfermer dans la, comment on appelle, dans la culpabilité, puis c'est dévalorisé. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, j'aimerais lancer comme un cri de cœur, comme ça, un SOS. Vous voyez, la vie n'est pas juste jalonnée. La vie n'est pas un fleuve tranquille, un long fleuve tranquille. La vie peut être jalonnée d'expériences douloureuses, difficiles. Et pour nous, enfants de Dieu, moi, je pense qui nous garde, c'est vraiment la communion qu'on a avec le Seigneur. Vraiment, je pense que lorsqu'un enfant traverse une crise, on peut encore crier à Dieu. Nous, parents, on a fait de notre part. Seigneur intervient. Amen. Donc on va porter ça comme un sujet d'intercession où on demande à Dieu de mettre sa main, d'étendre sa main et on va prier pour l'enfant. Voilà. Parce que devant des événements traumatiques, des fois, peuvent s'insérer, s'intercaler des esprits méchants, des esprits d'échec, beaucoup de choses. Hein. Donc c'est important. Voilà. Mais on fait notre part, nous ne sommes pas Dieu. L'enfant va devoir lui-même aussi demain se battre. Et voilà. Exactement. On est pratiquement arrivé à la fin. Je suis tout à fait d'accord, surtout sur le terrain fertile. Parce que ça m'a rappelé que la remarque que tu as faite tout à l'heure par rapport à l'employeur était à propos. Je n'ai pas répondu, je ne lui ai pas posé de questions parce que, en fait, son conseil a trouvé un terrain fertile. C'est pour ça que j'ai compris. C'était pas de la science infuse, c'est parce que, effectivement, il me confirmait quelque chose que je pensais. Voilà. C'était ça, en fait. C'était ça. Et donc, oui, les frustrations viennent trouver des terrains, des mots, des choses qu'on pense. Et il suffit d'un petit rien, il suffit d'un drame, il suffit pour tout changer. Et effectivement, le fait d'exister à travers. La personne, la référence à travers laquelle on existe, c'est très dangereux. Parce que si elle n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, moi, je reconnais, j'existe à travers le regard de mon mari. J'aime quand ses yeux brillent. J'aime quand il trouve que je suis belle. Ce qui est normal, hein? Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. Mais supposons qu'un jour... Qu'il ne soit plus là. Ou qu'il te dise une parole fâcheuse. Oui, voilà. Qu'il me dise un truc, quelque chose qui... je pense que mon château de cartes va s'écrouler. Mais le connaissant, il ne le dira pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Honnêtement, en t'écoutant, du coup, ça me remémore à une histoire que j'ai vécue. En fait, ce n'est pas moi personnellement, mais quand on a traversé, j'étais jeune, j'étais ado et j'étais au lycée. Et on avait une copine d'école qui était très belle, mais cette fille, elle était belle. Moi, j'ai encore son image. Vous savez, les gens vous marquent. Elle était très belle. Et les gens, quand ils viennent sur Terre, ils sont bénis. Elle était très belle. Elle avait une peau très claire, elle avait des yeux verts, des bons cheveux, des longs cheveux, parce qu'elle était issue d'un couple mixte. Sa maman venait de l'Europe de l'Est. Vous savez, à l'époque, moi j'ai fait mon lycée au Congo. Hein, et donc au Congo, en fait, à l'époque, les jeunes garçons allaient étudier en Union soviétique à l'époque, et donc souvent revenaient avec les femmes russes et tout. Et donc c'était son épouse, et donc ils ont fait un enfant, et cette fille était magnifique, belle, beaucoup de cheveux. Et cette fille, donc les gens l'admiraient bien parce qu'elle était vraiment posée, elle ne parlait pas beaucoup, mais elle était très belle. Et cette fille-là, moi, je n'étais pas sa copine, mais on était dans le même groupe, dans le même cercle, on se voyait comme ça au lycée. Et elle a eu un copain, quelqu'un d'une très bonne famille, je ne vais pas citer forcément, très, très grande famille, une famille très fortunée. C'était son copain. Et ce garçon-là, sa manière à lui de lui montrer l'amour, c'était de lui offrir des gros cadeaux, des cadeaux vraiment de valeur. Donc, cette jeune fille, cette jeune ado, elle avait 17 ans, a commencé à exister à travers ces jeunes hommes. Ce garçon lui offrait des choses jusqu'aux voitures, pour vous dire, hein, parce que sa famille était très, très riche. Donc, il venait des fois la déposer à l'école. Elle était vraiment, ça y est, quoi, elle se voyait encore plus belle, tu voyais. Et on voyait quand même que c'est une fille qui existait à travers ces garçons. Et un beau jour, en fait, ce garçon a eu une autre copine. Et dans tous les lycées, les gens en parlaient. Et donc, le monde de cette jeune fille qu'on admirait s'est arrêté, mais complètement. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, un jour, alors déjà, on a vu que la beauté qu'on voyait physique, et quand on la voyait venir, c'est comme si elle avait perdu un peu d'éclat.
Voilà, elle était triste, elle commençait à se laisser aller alors qu'elle était toujours apprêtée parce qu'elle avait le dernier sac, le dernier tailleur, le dernier truc. Enfin, elle a été vraiment, tout le monde l'admirait parce qu'elle avait de la classe, mais c'est comme si ça lui disait plus rien. C'est comme si elle avait arrêté de vivre, elle était là comme ça, et on la sentait plus. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde savait qu'effectivement il y avait une autre, hein, il y avait une autre histoire qui avait commencé. Et un beau jour, on apprend que cette fille est décédée. Ça, c'était un choc. Honnêtement, si je n'étais pas sa copine, j'ai pleuré pour cette fille parce que je dis, waouh, quel gâchis. Et en fait, la fille, elle a laissé une lettre comme quoi elle n'était pas belle. Et en fait, le fait que son copain est allé chercher une autre fille, pour elle, elle a interprété comme étant un abandon. Je ne suis pas belle, en fait. Si tu m'as laissée, c'est que je ne suis pas assez belle pour toi. Donc, en fait, c'est comme si elle se sentait belle à travers ce jeune homme. 17 ans, hein. Donc, elle s'est sentie rejetée, mise au placard, dévalorisée par ce garçon. Et du haut de ses 17 ans, elle a laissé une lettre pour dire que voilà, mon existence ne sert à rien. Je ne sers à rien, je ne suis pas belle. Je suis un poids pour la société, voilà, voilà. Et elle a avalé des cachets. Elle est décédée. Ça nous a marqué. Honnêtement, on était triste. Pendant une semaine au lycée, on parlait que de ça. Et aujourd'hui, tu vois, on parle de l'estime de soi. Comment ça peut aller loin? Ça peut aller vers des histoires dramatiques. Parce qu'en fait, exister à travers le regard de l'autre, tu ne sais pas comment l'autre peut virer. Tu ne sais pas comment l'autre peut se réveiller un bon matin. En fait, moi, je pense que quand on parle d'estime de soi, on parle d'identité, on parle du moi. Qui suis-je, en fait? Ça nous renvoie à notre image réelle, le moi. Le moi réel, pas le moi, comme on l'a vu tout à l'heure, le moi idéal. Le moi idéal, il n'existe pas. C'est un mythe. C'est une comment on appelle, une histoire, voilà, c'est un mythe, en fait. Ça n'existe pas. On n'atteindra jamais. Parce que même quand on atteint, on n'est pas satisfait. Voilà, même si, aussi petit, tu disais que je vais être comme ma mère, mais tu n'étais pas devenue comme ta mère. Tu ne peux pas l'être, en fait. Tu essaies de faire des efforts. Elle est unique. Elle est unique, voilà. Tu ne pourras pas. Donc, ce voyage-là, le fait de vouloir atteindre le moi idéal, mais ça nous éloigne un peu de qui nous sommes réellement. Et quand je te vois, Soleil, mais tu es belle. Merci. Tu as la prestance, hein. tu es majestueuse. Regarde comment tu brilles sur le plateau. C'est juste magnifique. Alors que tu es habillée simplement. Tu as une tenue simple, il n'y a pas de froufrou, mais tu es belle. Tu vois? Et si tu te regardais comme étant cette fille, cette femme qui est belle, qui assume qui elle est, oh, j'ai peut-être pris 10 kilos de plus. Et alors, est-ce que j'ai changé? Non, je suis toujours belle. Voilà, de voir autre chose, de voir moi, Soleil, tu vois. Moi aussi, j'en ai pris des kilos, tu sais. J'en ai 4 maternités, donc j'ai enchaîné. Je me bats, il y a des moments où j'arrive à faire des efforts, je perds, des fois, je récupère. Mais gloire à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Mais je me vois belle, en fait. Je me vois rayonnante, tu vois. Et ça aide, en fait, à maintenir la bonne estime de soi. Voilà. Parce que je me vois à travers, t'inquiète pas, je suis passée par là, je me vois à travers, pas le miroir, mais le regard de Dieu. Et continuellement, ça c'est mon secret, je lis souvent ce que Dieu dit de moi. Voilà. Je vais lire 1 Pierre 2, 9. J'ai beaucoup de passages comme ça dans la Bible que je vais prendre le temps de lire pour voir qui je suis, en fait. Et quand je lis ça, je dis waouh! Et à chaque fois, je vous assure, ce qui me bouleverse des fois quand je suis dans la présence de Dieu, c'est de voir comment ce Dieu est grand. Complètement. Accepter de descendre. Il a laissé sa grandeur, sa royauté, sa puissance. On parle de Jésus-Christ, Dieu le Fils. Pour venir mourir à la croix pour moi. Je dis, mais je suis quelqu'un d'important. À chaque fois, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, mais tu m'aimes tellement. Et quand il y a les gens qui s'agissent devant moi, qui me taquinent, je dis, bon, franchement, vous n'avez rien, de toute façon, vous ne m'avez rien apporté, vous ne pouvez rien m'apporter, vous voyez. J'essaie d'exister comme ça. Je préfère exister à travers ses yeux à lui. D'exister à travers des yeux, même si je sais que l'amour de mon mari compte. Quand mon mari fait des compliments sur moi, là, je suis heureuse, lui-même, il sait. Là, le soir, là, franchement, je suis détendue, je suis bien, voilà, je suis attentive, voilà, parce que j'aime quand il parle bien de moi. Mais je ne vais pas juste me baser sur ça, parce qu'un jour, peut-être qu'il ne dira pas, peut-être qu'un jour, il ne se sentira pas bien, peut-être qu'il me fera une reproche qui ne tient pas la route parce que j'ai fait une bêtise, tu vois. Je vais penser au passage où David dit, où la Bible dit, en fait, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Et on parle là, en fait, quand l'âme n'est pas restaurée, c'est-à-dire que Dieu a beau dire, tu es belle, tu es magnifique, je t'ai créé à mon image. Et là, elle me dit, mais non, mais... Tu vois, et d'où le processus important de la restauration pour reconnaître les paroles que Dieu dit à notre égard, comme Pasteur Maud disait tout à l'heure, les paroles que Dieu dit sur elles sont nourries, et le fait de s'en nourrir vient contribuer
à augmenter voilà, l'estime de soi. Exactement. Soleil, c'est bien, super. On va passer du beau temps tout à l'heure, je sens. Je le sens. Mais c'est génial, c'est vraiment magnifique. Vous savez, quand on parle de restauration, les gens tout de suite voient un grand mot, ça fait peur, ils vont faire la psychanalyse. Non, pas du tout, mais vraiment pas. Hein. C'est vraiment, à la lumière de la parole de Dieu, on va voir ensemble, on va voyager un peu. Et moi, j'ai accepté que mon image voyage avec mon temps. Voilà. Hier, j'avais de longs cheveux, j'ai trouvé que c'était trop long, j'ai coupé, quoi. Et là, j'assume ma coupe. Et j'aime. Elle est très belle, d'ailleurs. Demain, je le laisserai lent, tu vois. Mais j'essaie d'être flexible. Hein. J'essaie d'avoir la sagesse du serpent qui sait se renouveler avec son époque, son temps. Voilà. Tu étais à mon anniversaire, je ne vais pas te dire l'âge que j'ai. Tu étais là. Mais tu vois comment je suis. J'ai bah oui, bah ça a rajouté à la pression. Voilà. Exactement, voilà, gloire à Dieu. Je crois que c'est une superbe émission, j'ai beaucoup aimé. On ne va pas trop rajouter à nos téléspectateurs. Vous voyez, on est bien là sur le plateau. En tout cas, j'espère que vous avez bien suivi, vous avez aimé cette émission. Nous avons voulu partager avec vous. Là, on a parlé avec tout notre cœur. C'était vraiment un cœur à cœur comme ça. Et merci Soleil, parce que je t'aime bien, parce que tu es vrai. Merci de m'avoir invité. C'est super, voilà. Et tu as vraiment béni plus d'une personne par ta présence et ton témoignage. Voilà, donc merci beaucoup. On va juste vous laisser avec ces deux paroles. Un conseil à donner aux parents, nourrissez vos enfants de bonnes paroles. Assurez-vous que ces paroles soient ancrées en eux, soient enracinées, parce que demain, ils en auront besoin pour construire leur estime. Et aux adultes aujourd'hui qui naviguent un peu, qui patauchent, qui ne savent pas où ils en sont, ben, souvenez-vous que vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et vous êtes une créature merveilleuse. Hein. Quel que soit comment vous avez changé, évolué, vous vous êtes transformé, mais vous êtes vous-même en fait. Vous, intrinsèquement, vous restez la même personne. Voilà. Ne regardez pas l'enveloppe qui vous enrobe, qui vous entoure, mais regardez ce que vous êtes à l'intérieur. Vous êtes une créature merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous avons été ravis de vous avoir. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À samedi prochain. Bye bye. Vous vous connectez aujourd'hui pour la première fois à une de nos émissions ou ne vous êtes jamais fait connaître? Vous souhaitez en savoir plus? Vous avez des questions? Nous vous proposons de répondre à vos interrogations. Pour cela, enregistrez le numéro WhatsApp +33 6 50 01 00 90 dans votre téléphone. Envoyez le mot « Nouvelle » à ce numéro. Vous recevrez un lien qui vous permettra de remplir un formulaire. Vous allez être connecté via Zoom à une salle où nous allons vous accueillir. Femmes d'impact, éclat de sagesse. Tous les samedis sur ICC TV et sur le Facebook Éclat TV. Chérie, je te présente ma mère. Maman, c'est vraiment pas évident avec ma belle-mère. Elle est vraiment pas facile. Elle est où ton épouse, mon chéri? Encore avec sa maman? Elle devrait plutôt être chez vous au fourneau. Ma belle-mère exagère, ma belle-fille n'est pas mieux, est le sujet que nous aborderons avec Pasteur Maude et Renaté dans notre rubrique « Quels les préjugés ?» Ce samedi 20 novembre, dès 18h30, invitons et partageons le lien afin d'être toutes et tous connectés sur ICC TV et le Facebook Éclat TV. En fait, on est en train de parler des femmes mariées aussi, en fait, quelque part. À un moment donné, nous aussi, on est confrontés à ça. C'est-à-dire que je ne me reconnais plus, je ne me retrouve pas, je ne vois pas ce regard pétillant de mon conjoint quand tu me voyais. Alors, du coup, je suis perdue. Je cherche, mais je suis perdue. C'est comme si, en fait, dans l'estime de soi, il y a le regard de l'autre. C'est comme si, en fait, on se construisait à travers le regard de l'autre. Ça, c'est parlant, parce qu'on pourrait dire que moi, je suis adulte, j'assume et tout, voilà. On le dit souvent, mais quelque part, on est cette femme mariée, cette femme adulte, hein, même si elle est mature, adulte, mais elle va rechercher le regard de l'autre. Elle va rechercher le regard marié du conjoint. L'ado va chercher le regard des amis, des copains, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Et le jeune enfant,
le petit enfant de 3-4 ans va rechercher le regard de sa mère et de son père aussi, mais pour des choses différentes. Voilà, le père parce qu'elle veut séduire au père, maman parce qu'elle veut être comme maman